Devant, il y a Bill, le pilote, et Bass, l'opérateur. Nous voici embarqués tout là-haut, au plus profond de l'État du Maine, près de la frontière avec le Canada. L'idée est de voler d'un extrême à l'autre, descendre du nord au sud, pour rejoindre New York, par les airs, en longeant la côte. En attendant les gratte-ciel, dans cette Amérique à ciel ouvert, c'est comme partout. Plus l'on va vers le nord, moins il y a de monde. Il y a bien ça et là le sillage d'un camion sur une piste. On peut aussi croiser des hydravions qui volent de lac en lac jusqu'à la côte. Sinon rien ou presque. Forêt de pins à perte de vue, paysages bicolores, verts et bleus. C'est le quotidien de Jim, pilote d'avion dans l'un des États les plus vierges des États-Unis d'Amérique. Dire qu'ici, l'hiver, c'est tout blanc, tout gelé et encore plus désert. Généralement, tu peux voler ici, au-dessus de ces lacs, sans jamais croiser un bateau ni personne. C'est plutôt perdu et peu fréquenté par ici. La piste d'atterrissage et le personnel au sol. On apporte du matériel, tout ce dont ils ont besoin. Ce matin, par exemple, dans le camp où on est allé, on a livré 450 litres de bière et de vin. Non, plus sérieusement, dans la plupart des cas, on peut y aller par la route, mais pour certains, non, c'est impossible. On dépose aussi beaucoup de randonneurs sur le sentier des Appalaches pour des randonnées de 1 à 5 jours. Des pêcheurs aussi, qui ne peuvent se rendre sur zone par la route. Pour le reste, en hiver, il n'y a personne. Non. Le Maine, c'est un peu l'état sauvage de la côte est des États-Unis. Un grand concentré d'îles, un paysage buriné, au rivage escarpé, torturé, dans l'ensemble plutôt séduisant. Plusieurs milliers de kilomètres de côte, si l'on voulait suivre à pied la moindre baie, la moindre pointe. Nous sommes à la fin du mois de juin. Les journées sont longues et les soirées sont douces. Quelques pique-niques s'improvisent au couchant dans un air frais, avec l'embarras du choix pour trouver une crique déserte. Certains, beaucoup, se sont même appropriés des îles ou bien des presqu'îles. Comme ici, à Kennebunkport, la résidence estivale de la famille Bush, propriété qu'il ne vaut mieux pas survoler de trop près. Tu vois les flics là, juste en dessous, sur la péninsule? Au bout de la route, ce sont les services secrets. En été 2007, George W. convie ici des présidents. Que des gens bien. Monsieur et Madame Poutine, Monsieur Sarkozy seul. Ce soir, pas grand monde, sinon cette chevelure blanche, on dirait bien Barbara Bush. C'est très réglementé ici. Interdit d'approcher à plus de 2 km et pas le droit de descendre en dessous de 1000 pieds. Pour le reste, peu de restrictions dans le Maine. Libre comme l'air que nous sommes. Avec juste une difficulté, s'y retrouver dans ce dédale de criques, de pointes et de roches. Même avec les cartes, on rame. Juste suivre le trait de côte, impossible. Alors on cherche et on finit quand même par s'y retrouver.
Ici, dans le nord, c'est l'île de Mont-Désert, découverte par Samuel de Champlain au XVIe siècle. Une île dont une des baies se nomme French Bay, la baie des Français. Faut-il y voir une relation ? C'est ici que Marguerite Yourcenar vécut, dans ce quartier simple, d'un énième village en bord de mer. D'autres fines plumes, d'autres précieux pinceaux, des photographes attentifs aussi, ont habité ou habitent encore le nord du Maine, et pas uniquement l'été, et pas seulement en passant, mais pour y rester et profiter des lumières changeantes, des rondes des homardiers au-dessus des casiers et de la mer grise, tapissée de bouées multicolores. Le ciel se voile, un grain approche. On décide de se poser, attendre. Un break pour Bill, notre pilote new-yorkais qui connaît bien son pays, et pas seulement la côte Est. Tout le monde veut vivre sur les côtes. De la Floride à New York, de la Floride au Texas, de la frontière mexicaine jusqu'au nord dans l'État de Washington, l'Alaska, Hawaï. Oui, la plupart des Américains vivent sur la côte. Oui, même ici dans le Maine. Nous volons toujours en direction du sud, toujours en Nouvelle-Angleterre. Le Maine sauvage laisse place à une côte largement plus convoitée. On sent la différence. Plus besoin d'avoir le nez dans les cartes. À peine plus d'1 million d'habitants peuplent le Maine. Mais 6 fois plus ici, dans l'état voisin du Massachusetts. Bill, le pilote, ne croyait pas si bien dire. Rien qu'autour de Boston, le port et ses environs perclus de baies et de bras de mer, ils ont déjà presque 6 millions d'habitants. Plus au large, le Massachusetts compte plusieurs îles et une longue presqu'île, Cape Cod, une fine langue de sable habitée qui s'étire au milieu de l'Atlantique. L'océan devant, l'océan derrière. La mer est partout à Cape Cod, et c'est peut-être ce qui rend populaire cette péninsule très emblématique de cette côte est des États-Unis. 13 millions de visiteurs chaque année. C'est une sorte de Floride du Nord, les fortes chaleurs en moins. On y vient en saison pour boire des verres en terrasse, se baigner, jouer au baseball, ou partir au large, voir les baleines. En juillet comme en août, ce sont plusieurs dizaines de navires chaque jour qui prennent le sillage des grands mammifères. Une industrie ici, le whale watching. Tout irait dans le meilleur des mondes, à Cape Cod, si la presqu'île n'était pas vouée à très long terme à disparaître. Ici, à la différence du Maine, pas de roches, des dunes, du sable, que la mer avale et déplace tempête après tempête. Juste à cet endroit, il y a un banc de sable qui apparaît à marée basse. Il y a 100 ans, c'était une île avec un village. Il y avait des pêcheurs, une église, un magasin. Tout est parti.
Where there is a sea now? Là, exactement là. Cape Cod s'effrite, se noie, coule à petit feu. Phénomène naturel, face à l'Atlantique, les plages et les falaises de la presqu'île perdent en moyenne 1 mètre par an. Rien de catastrophique, mais tout de même. Il y a plus de 10 ans, il a fallu déplacer ce phare, menacé par l'érosion de la côte. Un voyage de 900 mètres dans les terres. Ça a coûté des millions. Mais c'était ça, où il disparaissait. Vous devriez être ici quand il y a une tempête. Surtout en hiver, quand elles se succèdent. Surtout quand il y a du vent de nord-est. Par là, les vagues explosent sur la côte. Et tu peux voir les falaises s'écrouler dans l'eau. En une tempête, on perd 3 mètres. C'est la fin de la journée. Fini les visites. Il faut fermer les portes du phare de Nauset et s'en aller. On laisse Dave, avec sa passion, sa patience et ses craintes, pour l'avenir lointain de sa presqu'île. Salut Dave et merci. À une poignée de milles au sud de Cape Cod, il y a la très fameuse et très prestigieuse île de Nantucket. Riche de son passé de port baleinier, c'est une île réputée pour ses brumes et ses maisons chics en bois, parmi les plus recherchées de la Nouvelle-Angleterre. Lorsque l'on arrive à Nantucket, on reste un peu baba devant ses quais impeccables, ses rues propres et pavées, ses balcons bien conservés au-dessus des maisons, sorte de vigie locale à l'époque pour voir revenir les bateaux. Mais de nos jours, quand les gens de Nantucket tournent leur regard vers le large, c'est pour se demander, avec angoisse, quelles seront les prochaines maisons emportées par les flots. Celle-ci ou celle-là? Ma femme me disait toujours, « Pourquoi tu as construit la maison si loin de la mer ? On ne la voit pas du rez-de-chaussée. » Aujourd'hui, l'eau arrive en bas de chez nous. Chacun de ces gros sacs contient du sable, 22 tonnes à sec. L'océan est devenu si agité au fil des années qu'il détruit les sacs. Beaucoup ont disparu au fond de l'océan. À 82 ans, Jane s'acharne. Sa maison aurait déjà dû disparaître, mais il se bat. 600 000 $ déjà dépensés pour une bataille sans doute perdue. Le voilà presque ilien. Autour, dans le quartier, guère mieux. Les maisons sont menacées les unes après les autres. C'est ma maison, je l'ai construite. J'ai ma place réservée au cimetière du village. Je veux juste pouvoir rester jusqu'à ce qu'ils m'enterrent. Ce qui se passera après, je m'en fiche. La brume est revenue sur Nantucket. Ciel à peine moins voilé sur l'île voisine, Martha's Vineyard. Martha's Vineyard, c'est le havre d'une certaine jet-set intellectuelle, fidèle à la côte est des États-Unis. Ils aiment les mêmes plages, les mêmes bateaux, les mêmes restaurants. Ils sont plutôt aisés, démocrates, progressistes, souvent catholiques, finalement très « God bless America ». Depuis son élection, le président Obama passe ici quelques jours de vacances au mois d'août. Il y a 15 ans, c'était les Clinton. Bien avant encore, il y eut les Kennedy. Avec Bill, nous quittons les îles du Massachusetts, en route pour le continent.
Nous voilà dans le Connecticut pour tomber à nouveau sur d'autres constructions en sursis, entourées d'eau comme dans une cuvette et barricadées de sacs. C'est dingue. Comme Jane à Nantucket, les propriétaires de ces maisons anciennes ne veulent pas non plus renoncer. C'est leur mythe de Sisyphe, rester là, coûte que coûte. Plus sages sont alors ceux qui ne veulent pas lutter contre l'érosion naturelle du littoral. Ils vivent au bord de l'eau, mais dans les estuaires. Mystique, c'est le nom de cette rivière qui abrite un port-musée, la Mecque de la marine en bois aux États-Unis. Évidemment, c'est plus tranquille que la côte. À quelques dizaines de milles à vol d'oiseau de Mystique, le phare de Montauk nous dit qu'on a rejoint l'île la plus peuplée et la plus grande du territoire américain. Long Island, ici dans son ponant. Nous voici dans l'État de New York. Nous sommes à la fin du mois de juin, l'été commence. L'assaut des rivages avec. Il y a les classes moyennes, les middle class, et le camping semi-sauvage sur les plages. 4x4 et remorques caravanes suréquipées. Il n'y a guère que 4 ou 5 endroits comme ça où tu peux t'installer sur la plage. C'est vraiment pas cher. Ces caravanes par contre sont assez chères. Elles peuvent coûter jusqu'à 40 000 $. Moi j'ai payé 8 000 pour la mienne mais elle est toute petite. Les gens reviennent tous les ans. Ils s'investissent dans le coin. D'ici, tu vois tous les bateaux qui partent pêcher le matin du port de Montauk. Il y a les bateaux pour les touristes et les gros bateaux de pêche. C'est le plus grand port de pêche de l'île. Au sud du port de Montauk, sur une quarantaine de kilomètres, fini les classes moyennes. Nous voici chez les hyper riches, dans l'une des plus grandes concentrations de villas au monde, les Hamptons. Ici, séjournent quelques jours par an les Madonna, Calvin Klein, Steven Spielberg et autres grandes fortunes, banquiers, industriels, célébrités de tout poil, médiatisés dans tous les magazines People, pour qui les Hamptons sont un réservoir à photos chic et choc. Depuis une dizaine d'années, ces grands gagnants de l'économie américaine rivalisent. C'est à qui aura la plus grande résidence secondaire. On est très loin des affres des victimes des subprimes, mises à la porte de chez eux par leurs banquiers. Scandaleux étalage de richesse, pensent beaucoup d'Américains. Bill est de cela. Tu vois Yannick, c'est le genre de propriété qu'on n'habitera jamais. Ni toi ni moi ne serons jamais assez riches. Combien ça coûte? C'est une folie. Des montagnes de dollars. Et ça continue, ça continue. Des maisons à 20, 30 millions de dollars. Pour celle-ci, le parking est souterrain. Voici la plus grande propriété privée des États-Unis. 25 hectares de terrain face à l'Atlantique. Une vingtaine de salles de bain, paraît-il, de bowling, des cours de tennis, de squash, des dizaines et des dizaines de chambres vides. Grande comme 2 fois la Maison Blanche, cette villa appartient à un magnat de l'industrie qui, entre autres, a fait fortune dans la vente de véhicules militaires à l'armée américaine
durant la guerre en Irak. Même pas le droit, et même pas envie d'ailleurs de se poser. Légèrement abasourdi, on continue alors notre route vers New York. Il est temps de changer d'air. À l'autre extrémité de Long Island, un autre avion, publicitaire celui-là, nous entraîne vers l'une des plages les plus populaires des États-Unis, Coney Island, au sud du quartier de Brooklyn. Coney Island, c'est la grande plage de New York. L'odeur et le goût de la mer, à 45 minutes en métro de Manhattan. Une grande kermesse permanente l'été. Un lunapark en bord de plage. C'est simple, c'est frais, c'est intemporel, on savoure. T'as tout le monde ici. Noir, blanc, rose, bleu, de tout. Il est 18h. C'est le week-end, c'est l'été. Pour ceux qui ne partent pas en vacances dans le Maine ou sur l'île de Nantucket, il y a Coney Island. La plage sans chichi, d'une ville de plus de 8 millions d'habitants. Ici, personne n'attend que la nuit tombe pour se lâcher sur les planches. Jeunes, vieux, jeunes, d'ici, de là-bas. New-Yorkais surtout. Ils dansent après la plage, se baignent après la danse, et ainsi jusqu'au bout de la nuit. Au petit matin, il y aura bien un métro ou une voiture pour revenir sur Harlem ou Broadway. Le temps de se ravitailler en carburant, nous voilà posés sur les quais réservés aux hélicoptères. Quelques minutes, juste le temps de se dire qu'au début du XXe siècle, ces docks accueillaient les transatlantiques. Du haut de leurs 20 ans, les yeux grands ouverts, des hommes et des femmes y débarquaient de toute l'Europe. Aujourd'hui, d'ici, des dizaines d'appareils volent pour les touristes. Une quinzaine de minutes autour de la ville verticale, la métropole pivot de la côte est des États-Unis. Tant de choses à voir, tant de formes, tant de bâtiments à reconnaître, de rues à deviner. C'est alors qu'il nous prend, nous, l'envie de s'attarder un peu plus, là-bas, dans le sud de Manhattan, au-dessus de l'horizon de buildings amputés des Twin Towers, les tours jumelles, dont il ne reste que ces friches et le chantier d'un futur World Trade Center. Mais la vie continue toujours et encore à New York City. On rejoint les rives de la rivière Hudson un jour de Gay Pride
pour trouver cet irréel et synthétique terrain de golf. On dirait une cage. Pour les amateurs de vrai gazon et de nature réelle, il reste Central Park, qui constitue un refuge. Il permet d'échapper à l'environnement très dense. 25 millions de visiteurs le fréquentent chaque année. Grand luxe, pour une très grande ville, il y a de la place. 340 hectares de bonheur pour les cyclistes, les joggeurs, les joueurs de frisbee ou de baseball. La campagne à la ville, le pied quoi. Nous étions partis d'un endroit quasi désert, le Maine, et nous voilà au cœur d'une mégalopole en perpétuel mouvement. Et dire qu'à vol d'oiseau, seulement 600 km séparent ces deux mondes.